Alors donc, dans l'exploration des rapports entre humains et nature, et plus particulièrement entre innovation et nature, une attitude pourrait être de décrypter, c'est-à-dire finalement de décrypter des zones difficiles à atteindre comme le cerveau, jusqu'à, pourquoi pas, lire dans les pensées. Est-ce que ça va pas remettre en question notre idée de l'intériorité, notre conception du cerveau et de l'esprit? Est-ce qu'il y a toujours cette distinction qu'on a toujours établie? C'est quelque chose qui est remis en question. Quand tu parles de distinction entre cerveau et esprit, c'est-à-dire? Alors, depuis longtemps, en fait, dans la tradition philosophique, on distingue, et même dans la tradition scientifique, on a souvent distingué ce qu'on a considéré comme le cerveau, c'est-à-dire la partie cérébrale, physique de l'humain, et l'esprit qui serait l'intention ou la réflexion, ou tout ce qui se passe d'immatériel à l'intérieur. Et on a toujours pensé que c'était deux choses différentes et que c'était pas forcément corrélé. Alors il y a plusieurs théories après sur la chose. Alors ce qui est intéressant justement avec cette innovation, qui est non-invasive sémantique reconstruction, c'est qu'on est capable de lire dans les pensées, c'est-à-dire concrètement c'est une IA qui est capable à partir d'imagerie cérébrale de détecter si un sujet pense à des notions, là pour l'instant c'est un peu les besoins primaires, c'est la nourriture, le sommeil, etc. Mais certaines IA vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'elles sont capables, avec des sujets ayant regardé des séries ou des fictions, de reconstituer, en lisant littéralement dans les pensées, l'histoire à laquelle la personne pense en la traduisant en mots. Donc c'est complètement fascinant parce que là du coup, c'est vertigineux parce que c'est bien avec du matériel qu'on arrive à capter ce que tu décrivais comme l'immatériel finalement, la pensée. Oui, en fait, là pour la première fois, on a un peu les prémices de ce qu'on appelle lire dans les pensées. Et d'un point de vue philosophique, c'est vertigineux dans le sens où ça remet en cause ce qu'on appelle l'intériorité, c'est-à-dire le fait que chacun croit avoir un espace de clôture auquel personne n'a accès, auquel chacun est le seul à avoir accès, qu'on appréhende en fait chacun à sa manière, subjectivement. Et là, on a l'impression que avec cette lecture dans les pensées, on va remettre en cause cette intériorité et finalement tout remettre à plat, tout dire, en fait tout est physique. Et peut-être qu'on peut même rentrer dans ta tête pour savoir ce que tu penses. Il n'y a pas d'esprit. En fait, tout est cerveau, tout est cerveau, tout est matériel. Chimique, tout est physique. Ouais. Et finalement, c'est une descente de l'immatériel dans le matériel, au fur et à mesure que la frontière de l'innovation avance, non ? C'est même pas. Je pense que c'est plus qu'une descente de l'immatériel dans le matériel. C'est une destruction de l'immatériel. Une destruction de l'immatériel, c'est ce qu'on appelle une réduction physicalisalité, dans le sens où c'est-à-dire tout est physique. On réduit tout au physique. D'accord. Donc moi, en fait, ça remet en cause ce qu'on a tout un point aussi de la philosophie qui a consisté à dire que le vécu d'une personne, en fait, ne peut pas être traduit physiquement. C'est notamment Thomas Nagel, qui est un philosophe américain, qui a écrit un article un peu drôle, dont le titre est drôle. Il dit « Quel effet ça fait d'être une chauve-souris ?» Et en fait, ce qu'il explique, c'est que on a vu que les chauves-souris, en fait, elles se déplacent dans l'espace, dans le noir, et que, en fait, elles utilisent un système d'écolocalisation. C'est pas du tout comme nous. Et ce que Thomas Nagel dit, c'est bien qu'on sache exactement physiquement quel est le mécanisme qui permet aux chauves-souris de se déplacer, en fait, on ne saura jamais quel effet ça fait d'être une chauve-souris. On ne connaîtra jamais leur intériorité. Et en fait, ce qu'il dit, c'est ça marche pour les animaux, mais ça marche aussi pour autrui. En fait, on est chacun
c'est un peu tragique. On est chacun enfermé en soi. On est chacun enfermé dans notre intériorité. Et là, ça remet complètement en cause cette idée-là. En fait, on va pouvoir rentrer dans ta tête. Et alors du coup, c'est une sorte de transparence totale. Enfin, c'est comme si on était transparent, parce que l'intériorité dont tu parles, c'est aussi l'intimité. C'est-à-dire des secrets, des tabous, des conceptions très personnelles, et qui nous permettent aussi, j'imagine, de jouer avec la réalité, d'avoir un rapport plus complexe avec la réalité, en n'étant pas intégralement lu par les autres, en n'étant pas intégralement transparent finalement, non ? Oui, c'est... Comme tu dis, c'est un peu un changement de rapport à notre identité. C'est la transparence absolue. Et même d'un point de vue juridique, ou d'un point de vue politique, est-ce que ça va pas changer notre rapport à nous-mêmes de savoir que quelqu'un peut avoir accès à notre intériorité, ou en tout cas, pour l'instant, à une part de notre intériorité. Je vois pas pourquoi... ça serait intéressant de voir jusqu'où la science va aller, quoi. Parce que si on arrive déjà à traduire des prémices de besoins ou d'événements mentaux en langage et qu'on arrive à les partager, jusqu'où est-ce qu'on va s'arrêter ? Peut-être qu'on va pouvoir tout traduire, quoi. Donc d'un point de vue même juridique ou philosophique principalement, ça pose énormément de questions.